Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Gofunkan, le dernier qui sera consacré aux thérapies premières. Alors dans le numéro précédent nous avions parlé de nous nourrir, manger de la bonne nourriture. Aujourd'hui nous allons nous attacher à l'aspect bonne nourriture, c'est-à-dire que nous allons introduire un aspect qualitatif dans ce que nous mangeons. Nous avons dit dans le numéro précédent c'est important d'avoir une bonne circulation de l'énergie à travers le corps et c'est de cela que le shiatsu principalement va s'occuper. Maintenant nous allons examiner l'aspect de la qualité du carburant qu'on met dans le moteur parce que évidemment cela va être important aussi. L'aspect qualitatif, c'est en tout premier lieu manger ce qui me convient et ce qui me fait plaisir. Quand on pose la question à certains sommeliers, qu'est-ce qu'un bon vin? Ils disent ça, ils disent un bon vin, c'est un vin que vous aimez boire. Eh bien, de la bonne nourriture, c'est de la nourriture que nous aimons manger et qui nous convient, qui nous fait du bien. Pour cela, dans le qualitatif, il y a de nouveau un petit aspect quantitatif, c'est-à-dire que la première idée qui vient, c'est de ne pas manger de trop grosses quantités. En général, nous mangeons beaucoup de trop par rapport aux besoins de notre corps et par rapport aux dépenses énergétiques que nous pouvons faire sur une journée. Manger de la petite quantité, c'est un petit peu l'idée. Moi j'appelle ça la méthode du restaurant japonais, hein, pour ceux qui vont au resto japonais de temps en temps, on mange bien, c'est très bon, c'est savoureux, et quand on sort de là, on se dit qu'on aurait pu encore manger un petit peu, mais finalement on n'en a pas envie. Donc c'est toujours garder un léger sentiment de faim, mais qui n'est pas perçu comme un manque. Jean Rofidal, qui est une bonne référence en matière de Doin, nous parle de cela, il nous parle de ses entraînements au Japon, où il disait, voilà, jusque midi, on n'avait rien d'autre que de l'eau fraîche et quelques grains de sel, et on avait une énergie phénoménale. Eh bien, c'est un petit peu cela. Trop manger nous prend d'énergie, nous alourdit, nous assoupit, puisque la digestion accapare une quantité phénoménale d'énergie et le sang afflue vers l'estomac, donc il n'est plus disponible pour d'autres tâches. Donc si nous mangeons trop, on va être cassé. Donc l'idée, c'est de rester toujours un petit peu sur un léger sentiment de faim, qui lui donne bel et bien de l'énergie. Deuxième méta-réflexion, c'est quelque chose qu'on entend très souvent en cabinet, les personnes me disent « oui, mais moi je suis allergique à tel ou tel aliment ». Bon, là, le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est de dire il faut tester. C'est-à-dire que les allergies sont tellement diverses, il y en a des nouvelles qui apparaissent, et puis on peut être allergique à certains produits à un certain moment de sa vie, et puis il y a d'autres pas. Bon, tout cela change, est très mouvant. Le seul conseil pertinent, je pense, c'est de dire il faut tester. C'est très simple. Si on soupçonne un aliment d'être à la base d'une allergie dans notre corps, ou de lourdeur quand on l'a mangé, d'estomac, d'intestin gonflé, etc. Si on soupçonne un quelconque aliment, il suffit d'arrêter d'en manger pendant une semaine pour voir s'il y a un changement. Voilà, s'il y a un changement, c'est que c'était ça le problème, donc il faut diminuer les quantités ou se tourner vers d'autres produits, d'autres alternatives. S'il n'y a pas de changement, c'est que c'était pas celui-là, et il faut chercher ailleurs. Ce qui est important, c'est que se nourrir doit vraiment rester un plaisir. À partir du moment où on met 1000 garde-fous, ça je peux pas à telle heure, ça je peux pas maintenant, ça je peux pas parce que je fais régime, parce que si ça, il y a tellement de règles et tellement de choses qui finalement empêchent le simple plaisir de manger que ça finit par devenir problématique. Troisième réflexion, c'est quand on cherche du qualitatif, mais que prendre? Je ne vais pas rentrer dans des discussions, savoir bio, pas bio, mais je dirais que l'aliment de meilleure qualité est l'aliment le plus naturel possible, c'est-à-dire qui a subi le moins possible de transformation, manipulation, raffinage, etc. Quand on regarde sur les emballages, on voit parfois le nombre de manipulations à travers lesquelles un aliment est passé, c'est hallucinant. Une amie me dit, quand on va acheter une pomme produite industriellement, en fait on voit bel et bien une pomme, mais les principes qu'il y a dans la pomme, c'est encore 20% de ce qu'il y avait à l'origine.
Donc, manger de la façon la plus naturelle possible et se souvenir que la règle, comme avec tout le reste, c'est ce qui va vite et ce qui est transformé beaucoup perd beaucoup de ses qualités. Donc, de la nourriture qui a poussé, grandi, été cultivée de façon la plus naturelle et possible et respectueuse des cycles naturels du végétal ou de l'animal, par exemple. Il y a un japonais qui a écrit un petit livre, Prendre soin de son intestin. J'ai déjà écrit un article là-dessus, Monsieur Takanori Naganuma, et lui nous parle de ce qui est arrivé au Japon, en fait au 19e siècle, à partir du moment où on a décidé que le riz blanc était nettement plus chic que le riz complet. Jusque-là, les gens mangeaient du riz complet, puis on a trouvé des procédés de raffinage, comme pour le blé, la farine, etc. Et on a éliminé, en fait, en raffinant le riz, en le rendant le plus blanc possible, on a éliminé tous ces principes nutritifs. On les a tellement bien éliminés que les Japonais ont fini par avoir une carence en vitamine B1 et que cette carence en vitamine B1 a créé une maladie qui s'appelle le beriberi, de laquelle ont souffert énormément de Japonais. Alors le beriberi, c'est quelque chose qui attaque le système neurologique et qui crée des jambes lourdes, etc., une extrême fatigue, et pour finir même des problèmes cardiaques, et qui peut absolument entraîner la mort. Et donc, les Japonais n'ayant pas d'alternative d'autres aliments qui contenaient la vitamine B1 que le riz à l'état naturel, ont énormément souffert de cette maladie. Et M. Naganuma nous dit même qu'il y a plus de Japonais qui sont morts du beriberi pendant la guerre contre la Russie que par le conflit lui-même. C'est un petit peu pareil chez nous. C'est très curieux de constater cette obsession de raffiner les éléments et de modifier leurs principes nutritifs. Quand on réfléchit, la mélasse qui est à la base du sucre, c'est quelque chose de plutôt noir, et on arrive à un sucre d'une blancheur immaculée par toute une série inimaginable de manipulations. La farine qui à la base est plutôt grise, qui contient du son, qui contient des nutriments, une fois raffinée, de nouveau, est toute blanche aussi, etc., etc. Donc on passe son temps à transformer les principes nutritifs des aliments. Pensez au chocolat, le grain de cacao, la fève de cacao, pardon, qui contient pas mal de principes nutritifs, les perd parce qu'on la torréfie. Pensez au grain de café qui lui aussi est torréfié. Donc, toute manipulation d'un aliment à l'état naturel modifie fort évidemment ses principes nutritifs et généralement on perd, on ne gagne pas quelque chose de nouveau. D'où l'importance, ça ne veut pas dire qu'il faut manger que du chocolat cru ou boire du café vert, bien évidemment, mais il faut savoir que il est préférable de se nourrir des choses les plus naturelles possibles, les moins manipulées possibles. On sait que les plats cuisinés, par exemple, sont diététiquement pas très bons, parce qu'en plus on ajoute là-dedans des tas d'additifs et de conservateurs. Donc le plaidoyer est de se nourrir de la façon la plus naturelle possible. Ici en Occident, on n'a pas connu le beriberi, parce que nous avions d'autres alternatives supplétives en vitamine B1, comme par exemple la viande ou d'autres choses que les Japonais à l'époque n'avaient pas du tout. C'est d'ailleurs une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je me demande ça souvent, mais qu'est-ce qui fait que depuis l'aube de l'humanité, parce que ce n'est pas un phénomène récent d'essayer de tromper les gens sur la qualité de la nourriture, c'est quelque chose qu'on a documenté jusqu'à l'Antiquité gréco-romaine par exemple. Donc qu'est-ce qui fait que depuis toujours on essaye de nous vendre des choses qui sont dénaturées, ou on essaye de nous rouler sur la qualité de la nourriture? Je n'ai pas de réponse là-dessus, à part faire du profit, mais bon, là, il y a d'autres champs d'application aussi que la nourriture. Alors, ça répond un petit peu à la question, l'équation qualité-quantité, c'est clair. Si la qualité d'un aliment est très bonne, on mangera de moindre quantité. Le fait que les principes nutritifs en soient absents ou fortement diminués fait qu'on va évidemment essayer de compenser par la quantité. Et vous savez tous très bien qu'un pain blanc industriel mou
style anglais, on peut facilement, enfin à l'époque quand j'étais en Angleterre, je mangeais un demi-pain, je faisais griller ça, je mangeais un demi-pain avec un pain naturel fait à partir de farine non dénaturée. C'est impossible de manger un demi-pain, donc on va se limiter à une ou deux tartines, ce qui est bien la preuve que la qualité de l'aliment permet de diminuer la quantité, et comme on le disait, il ne faut pas manger trop, toujours avoir un petit peu faim. Eh bien, ça répond parfaitement à cette demande. Alors, petite parenthèse, encore que peut-être pas tellement, hein, je vous parlais des modifications à l'alimentation des Japonais qui ont créé l'apparition de nouvelles maladies. Si on regarde ici en Europe, on a quand même connu dans les 500 dernières années pas mal de modifications alimentaires. Il y a énormément d'aliments nouveaux qui sont apparus et même beaucoup d'excitants. J'ai un petit peu cherché hein, quand tout ça était. Donc on a eu le sucre qui est arrivé après Christophe Colomb. Avant ça, il y en avait très très peu. On a eu le maïs au XVIe siècle. On a eu le thé et le café et le tabac au XVIIe siècle. Le chocolat est apparu, lui, sous Louis XIV. Ça va être à peu près ça, XVIIe, XVIIIe. Et puis alors d'autres aliments, comme les tomates, les pommes de terre, les fraises. Il n'y avait pas tout ça ici. Donc tout ça est arrivé en quantité massive. Et on a commencé à en consommer de façon exagérée. Il y a beaucoup de témoignages historiques qui disent que la consommation de café, par exemple, après son apparition, était devenue absolument hallucinante. Donc l'apparition massive d'une grande quantité d'excitants dans notre alimentation. Et j'ai une petite théorie avec cela. C'est curieux de voir que peu après, la civilisation occidentale a changé également de perspective. Il y a eu l'apparition du siècle des Lumières, des philosophes, une réflexion beaucoup plus intensive au niveau du mental. Et il y a eu des révolutions, des changements de régime, il y a eu évidemment l'exploitation intensive des colonies, etc. Ce qu'on appelle la civilisation occidentale conquérante et prédatrice en quelque sorte. Et donc on peut effectivement se demander si il n'y a pas un lien entre ce que nous mangeons et ce que nous pensons et notre comportement. Hein, la fameuse phrase « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Je pense qu'il y a un lien qu'il faudrait peut-être un jour établir. Là, ça a été pareil au Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, où de façon intensive, on a amené dans l'alimentation des Japonais des choses comme le pain, le lait, la viande, toutes choses qu'ils ne mangeaient absolument pas et dont ils n'avaient absolument pas besoin. Et donc ces modifications alimentaires créent à leur tour de nouvelles dépendances. Et curieusement, si on veut regarder s'il y avait une date de basculement un petit peu historique ici en Occident, moi je la mettrais en 1750. 1750, c'est la date aussi à laquelle on trace les premières modifications climatiques suite à l'activité humaine. On est remonté jusque-là, l'apparition de la machine à vapeur, de l'industrie, etc. Autre grand changement. Et en même temps, c'est la date symbolique un peu de la mort de Bach. Culturellement, Bach était la synthèse de tout ce qu'il y avait de meilleur avant lui. Et au fond, le dernier artiste, le dernier musicien à avoir été relié au ciel. Une façon imagée de parler, de parler de sa foi chrétienne évidemment, mais c'était une façon de considérer l'homme dans son rapport par rapport au ciel, ce qui n'a plus du tout été le cas par la suite. Et après Bach, la musique s'est essentiellement consacrée à l'exploration de l'ego ou du psychisme ou du sentiment. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un lien entre l'alimentation, de grands changements alimentaires, de grands changements de civilisation? C'est bien possible, je vous laisse l'hypothèse si vous avez des idées à ce sujet. Et puisque nous sommes sur le plan mental, mais restons-y quelque peu,
Ce qu'on mange au niveau physique peut venir influencer notre mental, mais également ce que nous prenons dans notre mental va venir influencer notre plan physique. Vous savez qu'en shiatsu et en Orient, de façon générale, on ne fait pas la différence entre ce qui est mental, émotionnel, physique, psychique, spirituel. On considère que tout s'influence l'un l'autre et tout ça, c'est l'être humain. Eh bien, je tombais sur une intéressante réflexion de Fabrice Jordan du centre taoïste Mingshan en Suisse. Il disait que nous ingurgitons chaque jour des quantités phénoménales d'informations et que cela aussi vient nous nourrir. Donc si ce sont des quantités trop grandes, si ce sont des choses négatives, perturbantes, etc., émotionnellement déstabilisantes, il y aura une influence sur notre mental bien sûr, mais aussi une influence sur notre corps. Donc d'être attentif au fait que nous nous nourrissons de choses qui ne sont pas nécessairement matérielles et de l'importance là aussi d'introduire une certaine qualité, de diminuer les quantités, de sélectionner finalement les choses qui nous font du bien et non pas les choses qui vont venir nous déstabiliser ou créer des émotions négatives et par conséquent également des déséquilibres dans le corps. Réflexion intéressante sur l'interaction et la non-séparabilité des aspects mentaux, émotionnels et corporels. En médecine orientale, la qualité de l'alimentation est la cause principale des pathologies de l'estomac. Et là, on va encore faire une différence entre les aliments qui vont dessécher ou humidifier, qui vont refroidir ou réchauffer. Et en fonction de toute une classification, on pourra déterminer si votre constitution supporte ou non des aliments qui vont venir refroidir ou qui vont venir réchauffer. Ça va dépendre et là on peut faire toute une analyse diététique également. On fera en tout cas aussi une analyse des circonstances du repas, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le repas qui doit être de qualité, mais également le moment du repas qui doit être un moment de qualité. Et là, il y a des conseils qui sont tout à fait simples et évidents, mais est-ce qu'on y pense et est-ce qu'on le fait? C'est toujours pareil, hein. Donc c'est de manger par exemple à des heures régulières, de manger ni trop ni trop peu, ça on en a parlé, de ne pas grignoter entre les repas pour permettre à l'estomac d'avoir des phases d'activité et puis des phases de repos, de ne pas manger tard le soir parce que pour une raison évidente aussi, si la digestion a lieu au moment d'aller se coucher, ben, ça va venir perturber le sommeil et de ne pas non plus manger trop vite parce que l'importance de mâcher est répétée très souvent. Et également manger dans des bonnes conditions, c'est-à-dire pas dans un état d'esprit émotionnellement instable ou extrêmement négatif, pas en regardant le journal télévisé, pas en écoutant son copain ou sa copine raconter tous ses malheurs familiaux. Bref, pas dans un esprit de dispute familiale également, où tout le monde s'envoie d'un bout à l'autre de la table des réflexions désobligeantes. Bref, c'est sûr que le climat dans lequel le repas se passe va également être déterminant pour une digestion de qualité et une assimilation optimale des principes nutritifs. Voilà tout cela, Jean Pélissier l'appelle dans son livre sur la médecine chinoise la diététique du juste milieu ou la diététique de longue vie. Et ça nous ramène à la réflexion que nous faisions au début du numéro précédent, comme quoi la longévité, c'est avant toute chose une assimilation, un tri et une évacuation optimale des nutriments à travers le corps et donc une circulation d'énergie optimale sur les organes digestifs. Voilà, je ne vais pas vous montrer un travail shiatsu sur les organes digestifs parce que ça peut être très complexe. Simplement rappeler que le grand point, c'est l'estomac 36 entre tibia et péroné, un pouce plus bas. Je vous ai montré ça dans le numéro précédent, si je ne me trompe, en connexion avec Kikai, le point à 2 doigts sous le nombril.
Également le fait que le trajet de l'estomac et de la vésicule biliaire sur l'extérieur de la jambe sont extrêmement proches et que travailler la vésicule va aider le quai de la vésicule biliaire, aide le quai de l'estomac à descendre. Ben voilà, c'est pas un hasard s'ils sont juste l'un à côté de l'autre. Donc un travail rythmé sur ces deux méridiens de façon concomitante. On s'aperçoit que ça donne toujours de très bons résultats. Et souvent d'ailleurs, à un moment on entend les organes du ventre qui commencent à gargouiller et beaucoup de personnes disent je m'excuse, je m'excuse. Non, ce qui serait inquiétant c'est de ne pas entendre de bruit au niveau des organes digestifs et du ventre. Donc c'est très bon signe quand le ventre commence à gargouiller en shiatsu, sentez-vous à l'aise, ça veut dire que vous vous détendez et l'énergie recommence à circuler. Voilà ce qu'on pourrait dire en quelques mots, et déjà beaucoup trop de mots d'ailleurs, sur le fait de manger de la bonne nourriture. Terminons ce numéro de Gofunkan consacré à la nourriture et la série consacrée aux thérapies premières par une belle citation tirée du livre La médecine énergétique chinoise du docteur Manola Suvanlassi Abai, que j'ai déjà recommandé et continue à hautement recommander parce qu'il trace des ponts extrêmement intéressants entre la médecine occidentale et la médecine orientale. Elle nous dit ceci en matière de nourriture: la médecine chinoise préconise l'art de cultiver la vie dans un immense jardin secret grâce à la diététique énergétique. Les aliments peuvent devenir nos meilleurs alliés pour la santé si nous respectons notre terrain énergétique naturel, quand on mange pour vivre, quand on mange en fonction de qui on est, c'est-à-dire en fonction de son terrain énergétique spécifique et particulier. Les aliments peuvent également se transformer en de redoutables ennemis de l'intérieur. C'est la maladie de l'irrespect de soi quand on vit pour manger. Savoir manger pour savoir vivre ajoute de la vie aux années et non pas des années à la vie. Voilà, sur cette belle réflexion, je vous laisse et vous dis à bientôt pour d'autres thèmes.